Besoin d'optimisme et vision d'avenir. Alors, je vais rajouter comme un mot bien-être et bonheur. Donc, je place la barre assez haut. La communication répond, la communication donne des représentations, la communication accompagne. Alors, si on s'intéresse à cette question, d'abord, il faut partir d'un préalable, qui est que il y a une attente, un besoin, une demande de bonheur. Alors, par exemple, c'est l'Observatoire international du bonheur, fondé en 2012, qui revendique un droit au bonheur. Devant cette question, que peut apporter la communication? Eh bien, la communication est partie prenante de plusieurs façons. Elle accompagne ce droit en accompagnant ses revendications, en légitimant certaines représentations au détriment d'autres, que ce soit dans les médias ou dans les entreprises, puisque circulent ces notions de bonheur, de bien-être, d'avenir, d'optimiste. Elle le fait de certaines façons. Alors, l'objet d'un numéro de revue qui s'appelle Kéros avait cette question qui était de savoir d'abord cette notion de bonheur, quelles étaient les représentations majoritaires du bonheur données par la communication. Alors la communication dont il va s'agir ici, c'est surtout la communication de masse. Comme la communication de masse, au fond les médias de masse représentent le bonheur aujourd'hui. Et cette question a été traitée par des communicants et des civilisationnistes. Et en parallèle, la question qu'on s'est posée, c'est comment les salariés appréhendent l'idée de laisser leur volonté d'épanouissement individuel aux portes de l'entreprise. L'idée d'associer ces trois disciplines, c'était de réfléchir conjointement à une représentation majoritaire du bonheur et comment se débrouille l'entreprise ou les salariés avec. Partant de là, cette présentation a deux parties. Une partie sur quelles sont les représentations majoritaires. Alors, le premier constat, c'est qu'il n'y a pas une, mais plusieurs représentations médiatiques du bien-être et du bonheur. Il y a au fond deux représentations concurrentes. Et c'est un retour, c'est une perspective historique qui permet de se rendre compte, celle d'un auteur qui s'appelle Rémi Paouin, qui est un historien, et qui a constaté que dans les médias, alors là en l'occurrence Presse Magazine, deux conceptions contradictoires sont déclinées depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'un côté, une conception du bonheur qu'on va dire ancienne, traditionnelle, qui repose sur l'idée de réussite, autrement dit de jouissance différée. Je travaille d'abord, je bénéficierai des fruits de mon travail plus tard. Une conception qui, celle-ci, facilement intégrable par les entreprises. Une deuxième conception plus récente, qui invite les acteurs à assumer leurs désirs, à aimer, à s'amuser, à savourer l'instant présent, ce qu'ils sont en train de parcourir, quelle qu'en soit l'issue. Or, ces deux représentations ne sont pas toujours conciliables, elles sont même parfois en conflit. Les partisans de l'épanouissement argumentent par exemple contre le modèle de la réussite sociale, modèle qu'ils jugent injuste et de surcroît inapte à procurer du bonheur. Pour vous donner un exemple de comment la communication s'approprie cette opposition entre ces deux conceptions du bonheur, quelqu'un qui s'appelle Virginie Spes, qui a aussi publié dans ce numéro sur le bonheur, s'est intéressé à comment la télévision s'approprie cette injonction au bonheur. Et ce qui est intéressant de le voir, c'est qu'elle se l'approprie, les médias de masse se l'approprient, mais ils se l'approprient de manière biaisée, de manière commercialement intéressée, évidemment. Donc pour répondre à cette question, Virginie Spes s'est intéressée à ce qu'elle appelle les émissions de feel-good télévision, les télévisions de bien-être. Télévisions qui se sont développées depuis les débuts des années 2000, notamment à travers les programmes de télécoaching. Alors cette évolution des programmes est à mettre en corrélation avec, de manière générale, l'ascension des coachs. On se prend un coach sportif, un coach dans différents domaines, qui est également une évolution concomitante de la même période. Bon. Alors, à la télévision, ça se traduit par des émissions telles il y a Nouveau Look pour Nouvelle Vie,
J'ai un problème d'éducation avec les enfants, pas de problème. Je vais voir une émission, le psychiatre d'une émission où l'émission, il faut que ça change. J'ai un problème de look, j'ai un problème avec mes enfants, j'ai un problème d'éducation. La télévision se propose de solutionner mon problème. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est que lorsque la télévision s'empare de ces problèmes, elle le fait de manière à devenir indispensable. C'est-à-dire qu'en même temps qu'elle produit des émissions, elle va de plus en plus aller sur les réseaux sociaux et proposer aux téléspectateurs de tweeter en même temps qu'ils regardaient l'émission, ou bien de communiquer via les forums que les médias ont mis en ligne, de communiquer entre eux. Autrement dit, d'être non seulement diffuseur de programmes et d'une conception fondée pour ce qui est des chaînes de télévision sur le bien-être. Les chaînes de télévision ont choisi, dans les deux options du bonheur, celle qui est à votre droite. C'est trouver son bonheur. C'est cette conception-là, fondée sur l'épanouissement, que les chaînes de télévision valorisent. Et elles le font en se plaçant comme des intermédiaires indispensables, avec leurs dispositifs de réseaux sociaux qu'elles ont mis en place, fondés sur l'instantanéité, la convivialité, partager des instants présents, des moments de plaisir, de bonheur présents, y compris entre téléspectateurs. Donc on voit bien, bon, d'une part, comment la communication de masse accompagne cette injonction au bien-être, au bonheur, en choisissant une des deux voies qui circulent dans la société. Alors dans ce contexte-là, contexte social, contexte médiatique également, comment les individus, les salariés en l'occurrence ici, doivent répondre à ces injonctions parfois contradictoires portant sur le bonheur. Injonction contradictoire puisque ce n'est pas une des missions de l'entreprise de rendre ses salariés heureux. S'ils le sont, tant mieux. S'ils ne le sont pas, ce n'est pas la mission première des entreprises. Auquel cas, comment est gérée la contradiction? Comment les salariés, qui par ailleurs sont aussi le soir téléspectateurs, doivent gérer le fait que d'un côté, il y a des discours de promotion de bien-être, de l'épanouissement personnel, et que de l'autre, dans les entreprises, ce n'est pas forcément le même discours qu'ils vont entendre et que peut-être, dans certains cas, ils vont se retrouver en contradiction totale entre ce qu'on leur dit de faire le soir ou dans la vie quotidienne et ce qu'on leur dit de faire dans l'entreprise. Alors là, on va aborder d'un point de vue cette fois-ci de gestionnaire, puisque c'est l'intérêt de cette revue d'associer différents courants de recherche. Marie-Pierre Février s'est intéressée à cette question-là partant de cas de personnel de 8 personnes qui sont tous des formateurs, 8 personnes qu'elle a interrogées parce que ces 8 personnes-là ont tous une trajectoire de vie qui est similaire, à savoir qu'à un moment de leur vie, leur trajectoire professionnelle a été marquée par une crise. Concrètement, ils se sont retrouvés face à la difficulté à concilier volonté d'épanouissement individuel d'un côté et impératif professionnel de l'autre. Alors cette crise, elle était parfois douloureuse, parce que burn-out, parce que pression professionnelle, épuisement, parfois positive. Simplement parce que ces salariés se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas concilier en même temps vie familiale et vie professionnelle, identité de père et de mère et vie professionnelle. Et donc, vu cette difficulté à concilier, profiter de la vie et être un salarié bien engagé, eh bien, Marie-Pierre Février les a interrogés sur comment ils ont fait pour essayer qu'est-ce qu'ils ont modifié dans leur vie. Est-ce qu'ils ont réussi à modifier l'entreprise ou est-ce qu'eux-mêmes ont dû adopter une stratégie pour répondre à ces injonctions de bonheur, de bien-être individuel. Alors elle a constaté, en interrogeant ses formateurs, que au-delà des solutions différentes qu'ils ont chacun suivies, quelques mots-clés sont récurrents dans ces personnes interrogées. Pour le dire simplement, la réponse que les gens adoptaient était une réponse endogène. C'est-à-dire que les gens qui ont voulu changer de priorité n'ont pas attendu que l'entreprise leur permette de s'épanouir et de concilier les deux. Ils ont privilégié des solutions individuelles. Alors qu'ils passaient par donc, refuser des
croyances limitatives, savoir dire non, développer son autonomie, chercher des aspects positifs dans toute situation, apprendre à faire des choix. Bon. Mais cela veut dire qu'au fond, les voies possibles pour résoudre les contradictions inhérentes entre, enfin en tout cas pour ces personnes-là, entre les injonctions à l'épanouissement individuel et celles relatives aux logiques économiques des institutions dans lesquelles ils travaillent, comme donc si la seule façon de résoudre ces injonctions contradictoires, c'était des solutions au fond individuelles, mais qui empruntaient aussi, il faut le dire, hein, des solutions dont traite la psychologie sociale. Alors, en conclusion, quelles conclusions croisées tirées de ces analyses du bonheur par les communicants, par les civilisationnistes et par les gestionnaires? Les premiers résultats de ces études croisées est le suivant. D'un côté, l'approche communicationnelle a montré qu'il y a un conflit de représentation du bien-être, du bonheur, de l'épanouissement. Conflit qui est émergent, tout simplement depuis mai 68, entre une représentation traditionnelle du bonheur, le bonheur fondé sur le travail, sur la responsabilité, sur la fidélité, sur la réussite professionnelle, conception à l'encontre de laquelle émergent de nouvelles notions qui sont latentes et qui sont développées aujourd'hui dans de nombreux produits culturels et médiatiques. Parallèlement, l'approche gestionnaire a montré que ce conflit des représentations se vivait dans des trajectoires de vie et des trajectoires et des carrières professionnelles. Et ce d'autant plus que, in fine, dans ces situations de contradiction, qui relèvent de logiques sociales et économiques qui dépassent les salariés, les individus, hein, ils subissent des injonctions contradictoires. Donc, il est recommandé de trouver des solutions intérieures. Au fond, de se débrouiller seul, en jouant de ses propres compétences personnelles et relationnelles. Alors, pour terminer, je dirais que ce constat-là n'est pas sans rappeler le constat que faisait un sociologue allemand qui s'appelle Ulrich Beck, qui lui parlait du risque, qui disait que notre société se caractérise par l'accroissement des risques de tout type, environnementaux, sociétaux, économiques. Et lui constatait que si l'origine du risque était globale, environnementale, les solutions qu'on nous demandait d'adopter étaient toujours individuelles. C'était à l'individu de remédier à ces solutions. Et bien, quelque part, face à ces injonctions contradictoires du bonheur, on se retrouve à un constat similaire, à savoir que les individus se retrouvent en situation de fragilité. Fragilité qui font que, face à ces injonctions contradictoires, qui dépassent les individus, ce sont les individus qui doivent se débrouiller tout seuls pour trouver des solutions. Voilà. Merci. Alors moi, je vais vous proposer une petite vidéo qui va vous décaler un petit peu, qui va vous projeter dans mon quotidien, qui est apparemment très différent de ce dont on parle ce soir, et je vous expliquerai pourquoi après. Partager Simone Sirène, c'est des lieux dans lesquels chacun a son logement, un studio avec sa kitchenette, sa salle de bain, et dans lequel cohabitent des personnes handicapées, mais aussi des personnes valides. C'est peut-être des bonnes nouvelles, hein. Et puis, au centre, il y a un salon salle à manger cuisine, comme dans une grande maison familiale. C'est un lieu qui est co-géré, cohabité par 11 résidents. Il y en a 6 qui ont leur studio, qui sont des personnes qui ont vécu cet accident. Et puis, il y en a 4 qui sont des assistants. Et puis, un responsable d'appartement. C'est une vie très simple, finalement, mais dans laquelle on retrouve un goût à la vie par cette vie partagée. Ça te va, l'escafé, non? Ah, c'est pourri sinon, avec du lait. Toi, t'oublies pas. Bah non, T'oublies pas, mais... il y a un sucre. Dans la communauté Simone Sirène de Vanves, qui est la communauté fondatrice, on a en fait 70 logements. C'est une réponse innovante à mi-chemin entre l'institution médicalisée et le domicile où je suis souvent trop seul chez moi. Je vois des gens, 20 ans, d'autres nouveaux. Et ça me change. Salut la couille. Je peux aller de droite à gauche tout le temps. Je peux sortir quand je veux. Je fais plein de trucs, moi.
Dans la journée, je suis au café. J'arrête pas. Tu veux un café? Ouais. 2 cafés, s'il vous plaît. 2 cafés? Merci. Ça marche. Bon, je referme alors. Ouais. Ah ouais. On va enlever la chaise. Je rencontre des gens que je connais pas, et j'aime discuter. Arrête de casser mon matériel, je t'ai déjà dit. C'est pas possible. Allez, si. Et toi? Ça va? De l'expérience innovante de Vanves, en fait, a jailli aujourd'hui une dizaine de villes dans lesquelles il y a des groupes, c'est des hommes et femmes qui sont valides et handicapés, qui deviennent amis et qui ensemble décident de vivre ce qui se vit ici. Pour passer de une ville à 10 villes, de 60 logements à 600 logements, de 30 à 300 salariés, c'est un changement majeur. Et en fait, le Fonds d'innovation AG2R La Mondiale s'est donné comme mission d'accompagner ce changement pour avoir les expertises et les moyens de favoriser cet essaimage et de créer de nouveaux référentiels sur dépendance, vivre ensemble et sens de la vie en quelque sorte. T'es allé à Dubaï? Ouais, Excellent. c'est grand. C'est une ville énorme. Voilà, alors pourquoi est-ce que je vous ai proposé de plonger dans cet univers qui est assez éloigné de celui qui nous réunit aujourd'hui? C'est parce que c'est un engagement professionnel que j'ai pris depuis 10 ans. J'ai fondé ce projet il y a 10 ans maintenant, donc je suis ce qu'on appelle entrepreneur social. Et l'intervention de ce soir m'a amené en fait à regarder un petit peu en contrepoint 3 étapes que j'ai eues dans ma vie. J'ai été pendant plusieurs années créateur et chef d'entreprise d'une agence de communication qui s'appelait Canaveral, qui a rejoint le groupe WPP au Guilvy. On avait une 60aine de collaborateurs et on s'est créé dans les années 90 au moment où la valeur de la marque n'était pas prise en compte dans les bilans de l'entreprise. Et en fait, on a créé en fait un outil de planning stratégique pour identifier tous les croisements entre la ligne de valeur, la ligne de vie de la marque, depuis le recherche-développement jusqu'au consommateur, etc., et puis les sources de valeur de la marque, pour pouvoir permettre aux entreprises de dire, voilà, comment est-ce qu'on communique de la bonne manière vis-à-vis de chacun de ses publics, sans se tromper, et en créant de la valeur et non pas en dispersant, comme souvent étaient les risques du hors-média. Voilà. Et ça m'a amené, je conclurai là-dessus tout à l'heure, à beaucoup travailler pour Airbus aux États-Unis, parce que ça a été un des gros clients que j'ai accompagné, le développement de la marque Airbus aux États-Unis. Après ça, il y a eu un deuxième temps que j'avais voulu de longue date. J'ai quitté le groupe WPP, c'était la fin de l'earn-out, etc. Après 10 belles années d'expérience. Et là, avec ma femme, journaliste de télévision, on est parti avec nos enfants en se disant, mais en tant que professionnel de la communication, quel est le lien, c'est un peu la question de ce soir finalement qu'on se posait, le lien entre communication et société mondialisée, voyez-vous, avec ce drame colossal de notre monde qui aujourd'hui nous inocule. À l'époque, il n'y avait pas encore les tablettes, aujourd'hui on est en perfusion permanente, avec ce constat dramatique qu'on ne peut rien faire, que le monde va vraiment trop mal. Qui serait le fou audacieux pour dire je peux changer quelque chose ? Voyez-vous ? Et aujourd'hui, le défi psychique majeur, c'est que, il me semble qu'on pourrait dire que notre capacité d'action, psychiquement, est inversement proportionnelle à la taille de notre communauté. Et ce monde hyper médiatisé nous met dans une communauté de 7 milliards d'êtres humains. Donc psychiquement, je ne peux rien faire. Voyez-vous ? Et si jamais j'avais l'audace de penser que je peux faire quelque chose, eh bien le flash suivant, l'annonce de la seconde suivante va me rappeler combien c'est dramatique, combien c'est la fin du monde avec le réchauffement, combien les hordes de changements civilisationnels qui arrivent sur nos plages vont nous désintégrer, etc., etc., etc. Voilà. Et donc on s'est dit avec mon épouse, mais est-ce vrai ? En plus, on a 5 enfants. On s'est dit, mais est-ce que c'est pas complètement de la folie d'avoir eu des enfants à notre époque ? Voyez-vous ? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une insidieuse culture de mort ? Et en fait, on a fait un travail journalistique. On s'intéressait beaucoup à l'émergence à l'époque de l'entrepreneuriat social. Certains d'entre vous avaient entendu parler sûrement de réseaux comme Ashoka. C'est le McKinsey du social. Et en fait, on est parti. Notre pitch, c'était on prend symboliquement pour le 21e siècle 21 grands défis qu'on voit aux 20 heures et où on se dit je peux rien faire à titre individuel,
problème de l'eau, les grandes pandémies, l'accès au savoir dans les bidonvilles, etc. Et face à ça, on va trouver, comme disait Mark Twain, 21 hommes et femmes confrontés aux problèmes dans leur communauté locale, une Chinoise en Chine, un Rwandais au Rwanda, un Péruvien au Pérou, qui, comme disait Mark Twain, ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé la fatalité. Ils ont refusé ce diktat civilisationnel, ce diktat de la communication qui dit tu ne peux rien faire. Et en fait, ils ont ouvert des grands chemins pour certains qui a changé la vie de millions de personnes et qui montrent une facette de la société de l'information qui est très intéressante, c'est de dire la société de l'information me donne accès à un savoir qui me permet de devenir coacteur de changement dans le monde. Voyez-vous ? Et coacteur de changement avec 2 leviers. J'en ai écrit, on a écrit plusieurs livres là-dessus, hein, dont un qui avait à l'époque fait pas mal de bruit, Passeur d'espoir, 150 000 exemplaires vendus. Comme si tout d'un coup, une bulle d'oxygène venait rejoindre ce besoin assoiffé qu'on a de dire notre vie a du sens. Voilà. Et les leviers étant soit le levier du rêve, quel espace il nous reste pour le rêve aujourd'hui, rêver ma vie, dire à nos jeunes est-ce que ta vie a du sens, ou alors le levier de la colère. Je suis confronté personnellement ou par mes proches à une situation de dignité humaine bafouée et je refuse qu'il n'y ait pas de réponse. Vous voyez, les grands innovateurs sociaux sont là. Voilà. Et puis 3e temps, confronté familialement à ce grand drame du handicap, et du handicap très particulier qui est le handicap en cours de vie, jusque dans les années 80, les grands accidentés décédaient. Dans les années 80, formidable progrès de l'humanité, l'implantation des SAMU, progrès de la médecine d'urgence. Rien qu'en France, chaque année, on sauve de la mort 10 000 personnes accidentés graves, accidents de sport et de voiture, et 30 000, alors ça c'est 15-25 ans hein, pour cela, et 30 000 c'est 45 ans et plus les accidents vasculaires cérébraux. On en connaît tous. Ces gens-là décédaient, 40 000 personnes chaque année qui restent en vie. Et quand ces gens se réveillent, après 8 mois de coma, ils ont des lésions cérébrales qui génèrent une triple peine, handicap physique, plus handicap psychique, plus handicap cognitif. Et là, on vient donner un éclairage fondamental. Je le partageais dans une conférence à Sciences Po l'autre jour. Donc je le disais à ces futurs politiques, je vous propose de mesurer le sens de votre engagement politique et de l'action publique à l'aune d'un prisme qui ne ment pas, c'est le prisme du plus fragile. Et je vous fais la même proposition dans les métiers de la communication. Comment est-ce que la communication se met au service d'une société du vivre ensemble dont le plus fragile va peut-être être le vecteur prioritaire. Voyez-vous ? Et pourquoi est-ce que le plus fragile est le vecteur prioritaire ? C'est l'expérience qui a fondé Simon de Sirène. Simon de Sirène, c'est en fait, on a eu une bonne fée qui s'est penchée sur notre berceau, c'est qu'on est l'association du film intouchable. Vous savez, à la fin, on en parlait, etc. Et c'est cette anthropologie-là, hein, de 2 êtres qui ne mettent plus de masque sur le fait qu'ils sont blessés, qu'ils ont des fragilités, et qui refusent le diktat de la société qui dit tyrannie de la normalité, soit fort, soit efficace, soit rentable, soit performant, soit sachant, paraît, et un mur Facebook où tout va bien. Vous voyez, c'était incroyable tyrannie, mais quelle violence! Quelle violence! Est-ce que c'est ce monde-là dont on veut? Et est-ce que ce n'est pas ce monde-là qui accouche et qui donnerait raison à Huntington, choc des civilisations? Voyez-vous? Est-ce qu'il n'est pas temps de redécouvrir que c'est notre fragilité commune qui nous donne cette fraternité à laquelle on aspire, qui nous donnera l'audace de l'altérité? Et est-ce que la communication n'est pas l'outil qui permet aux êtres humains d'oser l'altérité? Et l'expérience que nous avons à Simon de Sirène, c'est que ces personnes éminemment fragiles ne mettent plus de masque sur « je suis fragile, je suis différent, j'ai besoin de l'autre ». Et là, on voit se déclencher une spirale vertueuse extraordinaire. Celui qui me dit « j'ai besoin de toi » me révèle ma capacité à rentrer en relation avec l'autre. Et là, on voit une espèce de révolution culturelle, une révolution civilisationnelle, puisque à ce moment-là, on fait mentir les couvertures des 2 magazines qu'on a vus tout à l'heure. Non, le bonheur ne se construit pas tout seul. Non, le bonheur n'est pas égocentré. Non, le bonheur n'est pas un repli identitaire. Là, ça serait la fin du monde. Là, on serait dans une culture de mort. Oui, le bonheur est peut-être l'audace à laquelle m'invite le fragile, le petit enfant, le jeune jusqu'à 25 ans qui est fragile, les aînés, les 25 dernières années de nos vies où on est fragile.
Mais dites donc, ça fait déjà 50 ans de fragilité. Il reste 30 ans au milieu. Un couple sur deux dont l'histoire finit en séparation, le handicap psychique, physique, cognitif, les chemins d'échec professionnels, on les cache, mais ils sont là. Est-ce qu'ils ne nous aident pas parfois à rebondir, etc. Voyez-vous, est-ce que finalement, notre condition humaine, notre fraternité ne se retrouvera pas à l'aune de l'acceptation de nos fragilités? Est-ce que finalement, la communication, l'honneur de la communication, c'est de permettre à deux êtres cette audace de l'altérité? Est-ce que finalement, cette invitation à être co-créateur, ce n'est pas une co-création dans l'audace de l'altérité? J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, je reconnais mes fragilités, donc je trouve un espace de dialogue pour que tu ne viennes pas vis-à-vis de moi dans une dynamique de défense et où tu vas être celui qui tape le plus fort, parce que c'est ce qui fait le moins mal, mais où tu vas oser rentrer dans une relation où moi tout seul je ne suis pas capable, mais ensemble on peut construire. Et est-ce qu'on ne trouve pas là le cœur de la promesse de l'entreprise? Voyez-vous? Et je conclurai cette fresque de relecture de ces différents clés d'engagement qui ont émaillé un peu des étapes de vie, en revenant à cette aventure qui m'a passionné professionnellement d'accompagner le développement de cette marque Airbus aux États-Unis, quand à l'époque, c'était Forjard à l'époque, se posait la question, 40% de nos avions se vendent aux États-Unis, et aux États-Unis, on est encore taxé de unfair player. L'époque où Guesso, ministre communiste du transport, était aux commandes, n'était pas loin. Voyez-vous? Et le pitch, on était 5 agences en compétition, c'était de dire comment est-ce qu'on fait comprendre les valeurs de la marque Airbus aux États-Unis. Alors, appel d'offres, je mobilise une équipe internationale, etc. Et on regarde les valeurs de la marque. Et bien évidemment, on arrive à constater que les 4 valeurs d'Airbus sont les mêmes que les 4 valeurs de Boeing. Et là, j'étais convaincu pour des raisons anthropologiques, celles que je vous ai partagées, qui se sont enrichies par les autres expériences que je vous ai partagées depuis, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose à creuser, que ce n'était pas possible. Airbus, qui s'était construit 100 ans plus tôt, 70 ans plus tôt, a en 20 ans été dépassé par un nouvel acteur qui n'existait pas en 1970. Donc j'ai proposé à mes équipes de trouver la raison de cette émergence. Voyez-vous? Et ce qu'il y a eu de magnifique, c'est que la raison de cette émergence, c'est ce qui nous a fait gagner l'appel d'offres. Pourquoi? Parce que un jour, un de mes collaborateurs rentre dans mon bureau et me dit, il y a un truc étonnant, il faisait une veille sur Internet, il y a chez Boeing des procès pour discrimination raciale, refus de l'altérité. Le mauvais côté américain, ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Et là, j'étais persuadé qu'on avait gagné l'appel d'offres. Pourquoi? Parce que, c'est peut-être plus très à la mode, mais je suis un fervent convaincu du fédéralisme européen, et l'histoire d'Airbus, c'est les héritiers de la CECA. Voyez-vous? Et c'est très intéressant de voir que la CECA, c'est l'audace de 2 hommes, Schuman et Adenauer, qui est en pleine guerre, dans une région mondialisée, balkanisée, fratricide depuis plus de 1000 ans, se disent on est capable d'aller plus loin que nos différences. On est capable d'oser l'altérité et on est même capable d'oser la réconciliation. Voyez, la réparation. Et de ça, ils vont mettre en perspective le fait que lorsqu'on est capable de conjuguer notre altérité, de ne plus avoir peur de nos différences, de fragilité, alors on est capable de co-créer. Et ils vont le mettre sur le baptême de quoi? Heureuse réconciliation dans l'esprit français, sur le baptême de l'économique, sur l'autel de l'économique. Et ils vont, le baptême de la construction européenne, c'est la CECA. Voyez? On va construire ensemble une grande communauté économique. C'est fabuleux, non? Ça a du souffle, non? Voyez-vous? Et de ça, dans les années 70, des ingénieurs français, anglais, allemands, italiens, espagnols se mettent autour de la table et développent un fantastique processus qui est un processus d'altérité, d'une co-communication, d'une co-construction. Ensemble, on est capable de faire jaillir ce que notre brillante directrice de création a résumé par le claim « Best of all worlds ». Voilà. Et je trouve qu'il y a une même histoire entre Florence dans son fauteuil qui dit « Moi, j'aime rentrer en discussion, j'aime communiquer »,
Un même défi, hier j'animais un groupe de parole avec notre équipe qui est en train de construire des maisons partagées à Lille, et une maman d'un enfant handicapé me disait les larmes aux yeux. Il y a quelques jours, j'avais en ligne l'ami de mon fils, handicapé lui aussi, il était à la gare de Lille, il avait son téléphone portable, il m'appelait parce qu'il voulait faire un selfie. Mais avec son handicap, il ne pouvait pas faire de selfie. Il a dit, je vais demander à quelqu'un de s'arrêter pour me prendre en photo. Ça a duré 1h30, il n'a jamais trouvé personne. Et au bout d'1h30, il était en larmes, en désespoir. Voyez-vous ? Et je pense que notre défi civilisationnel, il est là. Je pense que l'enjeu de la communication, il est là. Comment est-ce qu'on va oser casser ces murs de la peur, arrêter d'être dans une réponse où on construit des murs de normes, des murs psychiques, des murs avec des barbelés, des murs en Hongrie, des murs, etc., pour oser une altérité féconde. Je crois que c'est la grande dignité de la communication. Merci.